Bonsoir, bonsoir, mesdames et messieurs, bonsoir. On est très heureux de vous accueillir dans le cadre de cette soirée Noël au chaud, enfin de vous accueillir. C'est vous qui ce soir nous accueillez chez vous, dans vos foyers, dans vos maisons. Alors, on est un petit peu émus comme ça, d'habitude vous êtes là, mais c'est aussi très beau de venir chez vous. Alors, on nous a beaucoup parlé de vous, hein. On nous a dit, tu verras, le public de La Garenne, Colombes, c'est le public hors pair. Vous êtes un public de renommée mondiale et jouer devant vous est toujours un régal. C'est ce qui se dit dans le métier et je sens que c'est la vérité parce que là je vous regarde, je vous vois, bonjour, installez-vous, voilà, à votre canapé, très bien madame, soyez la bienvenue. Je vous vois là et je vois des gens attentifs, des gens sympathiques, des gens généreux, des gens beaux. Vous êtes magnifiques là. Monsieur, bonjour, 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 oui, bonjour madame, installez-vous, non, on n'a pas commencé, on fait connaissance là doucement. S'il est un public pour lequel je succombe, pour sûr, c'est celui de La Garenne, Colombes. La Garenne, Colombes, son public, c'est tellement... Là, je vous sens, là. Vous n'êtes pas là, mais la force de ce public, incroyable. Là, je suis dans le théâtre, vous chez vous, et je sens votre présence, c'est beau. Monsieur est là. Je suis ravi, monsieur, que vous soyez venu. Et rien n'est plus cher que une telle entrevue. Vous avez le regard d'un homme intelligent et les traits du visage on ne peut plus charmants. Et pour vous remercier d'être venu nous voir, je veux vous applaudir et vous couvrir de gloire. Bravo, monsieur, bravo. Allez-y chez vous, là. Allez-y, un peu d'ambiance, là. Voilà, au théâtre ce soir. Bravo, merci, monsieur. C'est vrai, on n'applaudit jamais assez les spectateurs, alors qu'ils sont pourtant du théâtre le cœur. Et l'on a beau vouloir s'agiter sur la scène, si vous n'êtes pas là, l'agitation est vaine. Bravo, oui, vous aviez deviné, bravo, bravo. Ils sont intelligents, ils sont beaux, on va passer une soirée extraordinaire. Ah, on est bien, on est bien. Une dernière chose, si nous voulons passer un moment agréable, nous vous invitons tous à couper vos portables, bravo. Eh ben oui, ça aussi ils le savent. Ah, c'est bien, on est bien là, Ah, ils sont extraordinaires, hein. On nous avait dit bien, mais alors là, c'est mieux que tout, là. Ça va être génial. Voilà, rien à faire, on laisse dérouler, et puis hop, c'est vous qui faites le boulot. Là. Ah oui, pardon, parce que là, on va... Parce que je reviens, pardon. Qu'est-ce donc avez-vous? Laissez-moi, je vous prie. Bon, eh bien, on va... Mais encore dites-moi, quelle bizarrerie! Laissez-moi là, vous dis, j'ai couru vous cacher. Mais on entend les gens au moins sans se fâcher! Moi, je veux me fâcher et ne veux point entendre. Dans vos brusques chagrins, j'ai pu vous comprendre. Et quoi qu'ami, enfin, je suis tout des premiers! Moi, votre ami, rayez cela de vos papiers. J'ai fait jusqu'ici profession de l'être, mais après ce qu'en vous je viens de voir paraître, je vous déclare net que je ne le suis plus, et ne veux nulle place en des cœurs corrompus. Je suis donc bien coupable, Alceste, à votre compte? Allez, vous devriez mourir de pure honte. Une telle action ne saurait s'excuser, et tout homme d'honneur s'en doit scandaliser. Je vous vois accabler un homme de caresses, et témoigner pour lui les dernières tendresses de protestations, d'offres et de serments, vous chargez la fureur de vos embrassements. Et quand je vous demande après, quel est cet homme? Eh ben, à peine pouvez-vous dire comme il se nomme. Votre chaleur pour lui tombe en vous séparant, et vous me le traitez à moi d'indifférent. Morbleu, c'est une chose indigne, lâche, infâme, de s'abaisser ainsi jusqu'à trahir son âme. Et si par un malheur j'en avais fait autant, je m'irais de regret pendre tout à l'instant. Je ne vois pas pour moi que le cas soit pendable. Et je vous supplierai d'avoir pour agréable que je me fasse un peu grâce sur votre arrêt et ne me pende pas pour cela, s'il vous plaît. Que la plaisanterie est de mauvaise grâce. Mais sérieusement, que voulez-vous qu'on fasse? Je veux qu'on soit sincère. Et qu'en homme d'honneur, on ne lâche aucun mot qui ne parte du cœur. Lorsqu'un homme vous vient embrasser avec joie, il faut bien le payer de la même monnoie. Répondre comme on peut à ses empressements et rendre offre pour offre et serment pour serment. Non, je ne puis souffrir cette lâche méthode qu'affecte la plupart de vos gens à la mode, et je ne hais rien tant que les contorsions de tous ces grands faiseurs de protestations, ces affables donneurs d'embrassades frivoles, ces obligeants diseurs d'inutiles paroles.
qui de civilité avec tous font combat et traitent du même air l'honnête homme et le fat. Quel avantage a-t-on qu'un homme vous caresse, vous donne amitié, joie, estime, tendresse et vous fasse de vous un éloge éclatant lorsqu'au premier faquin il court en faire autant? Non, il n'est point d'âme un peu bien située qui veuille d'une estime ainsi prostituée. Sur quelques préférences, une estime se fonde, et c'est n'estimer rien qu'estimer tout le monde. Puisque vous y donnez dans ces vices du temps morbleu, vous n'êtes pas pour être de mes gens. Je refuse d'un cœur la vaste complaisance qui ne fait de mérite aucune différence. Je veux qu'on me distingue, et pour le trancher net, l'ami du genre humain n'est point du tout mon fait. Mais quand on est du monde, il faut bien que l'on rende quelques dehors civils que l'usage demande. Oh, vous dis-je, on devrait châtier sans pitié ce commerce honteux de semblant d'amitié. Je veux que l'on soit homme, et qu'en toute rencontre, le fond de notre cœur dans le discours se montre, que ce soit lui qui parle et que nos sentiments ne se masquent jamais sous de vains compliments. Il est bien des endroits où la pleine franchise deviendrait ridicule et serait peu permise, et parfois, n'en déplaise à votre austère honneur, il est bon de cacher ce qu'on a dans le cœur. Serait-il à propos et de la bienséance de dire à 1000 gens tout ce que d'eux l'on pense? Et quand on a quelqu'un qu'on hait ou qui déplaît, lui doit-on déclarer la chose comme elle est? Oui. Quoi? Vous iriez dire à la vieille Émilie qu'à son âge il sied mal de faire la jolie et que le blanc qu'elle a scandalise chacun? Sans doute. À Dorilla, qu'il est trop importun et qu'il n'est à la cour oreille qu'il ne lâche à compter ses bravoures et l'éclat de sa race. Fort bien. Vous vous moquez. Je ne me moque point et je vais n'épargner personne sur ce point. Mes yeux sont trop blessés. Et la cour et la ville ne m'offrent rien qu'objet à m'échauffer la bile. J'entre en une humeur noire, en un chagrin profond quand je vois vivre entre les hommes comme ils font. Je ne trouve partout que lâche flatterie, qu'intérêt, injustice, trahison, fourberie. Je n'y peux plus tenir, j'enrage et mon dessein est de rompre en visière à tout le genre humain. Ce chagrin philosophe est un peu trop sauvage. Je ris des noirs accès où je vous envisage. Le monde par vos soins ne se changera pas. Et puisque la franchise a pour vous tant d'appât, je vous dirai tout franc que cette maladie, partout où vous allez, donne la comédie. Et qu'un si grand courroux contre les mœurs du temps vous tourne en ridicule auprès de bien des gens. Tant mieux, morbleu, tant mieux. C'est ce que je demande. Ce m'est un fort bon signe et ma joie en est grande. Tous les hommes sont à tel point odieux que je serais fâché d'être sage à leurs yeux. Vous voulez un grand mal à la nature humaine. Oui. J'ai conçu pour elle une effroyable haine. Tous les pauvres mortels, sans nulle exception, seront enveloppés dans cette aversion. Encore en est-il bien dans le siècle où nous sommes. Non, elle est générale. Et je hais tous les hommes. Les uns parce qu'ils sont méchants et malfaisants, et les autres pour être méchants complaisants. Et n'avoir point pour eux ces haines vigoureuses que doit donner le vice aux âmes vertueuses. De cette complaisance, on voit l'injuste excès pour le franc scélérat avec qui j'ai procès. Parfois, il me prend des mouvements soudains de fuir dans un désert l'approche des humains. Mon Dieu! Les mœurs du temps mettons-nous moins en peine. Et faisons un peu grâce à la nature humaine. Ne l'examinons point dans la grande rigueur. Et voyons ses défauts avec quelque douceur. Il faut parmi le monde une vertu traitable, à force de sagesse sans peut-être blâmable. La parfaite raison fuit toute extrémité et veut que l'on soit sage avec sobriété. Et c'est une folie à nulle autre seconde de vouloir se mêler, de corriger le monde. J'observe, comme vous, 100 choses tous les jours qui pourraient mieux aller prenant un autre cours. Mais quoi qu'à chaque pas je puisse voir paraître en courroux comme vous, on ne me voit point être. Je prends tout doucement les hommes comme ils sont. J'accoutume mon âme à souffrir ce qu'ils font, et je crois qu'à la cour, de même qu'à la ville, mon flegme est philosophe autant que votre bile. Mais ce flegme, monsieur, qui résonne si bien, ce flegme pourra-t-il ne s'échauffer de rien? Et s'il faut, par hasard, qu'un ami vous trahisse, que pour avoir vos biens, on dresse un artifice, ou qu'on tâche à semer de méchants bruits de vous, verrez-vous tout cela sans vous mettre en courroux? Oui,
votre âme murmure comme vice uni à l'humaine nature. Et mon esprit, enfin, n'est pas plus offensé de voir un homme fourbe, injuste, intéressé, que de voir des vautours affamés de carnage, des singes malfaisants et des loups pleins de rage. Je me verrai trahir, mettre en pièces, voler sans que je sois... Morbleu, je ne veux point parler tant ce raisonnement est plein d'impertinence. Ma foi, vous ferez bien de garder le silence. Oh. Pour votre parti éclater un peu moins. Et donnez au procès une part de vos soins. Je n'en donnerai pas, c'est une chose dite. Mais qui voulez-vous donc qui pour vous sollicite? Qui je veux? La raison, mon bon droit, l'équité. Aucun juge par vous ne sera visité. Non? Est-ce que ma cause est injuste ou douteuse? J'en demeure d'accord, mais la brigue est fâcheuse. Non, j'ai résolu de n'en pas faire un pas. J'ai tort ou j'ai raison. Ne vous y fiez pas. Je ne remuerai point. Votre parti est forte et peut par sa cabane entraîner. N'importe. Vous vous tromperez. Soit, j'en veux voir le succès. Mais j'aurai le plaisir de perdre ce procès. Mais enfin... Je verrai dans cette plaidoirie si les hommes auront assez d'effronterie, seront assez méchants, scélérats et pervers pour me faire injustice aux yeux de l'univers. Quel homme? Je voudrais m'en coûte-t-il grand-chose pour la beauté du fait d'avoir perdu ma cause. On se rirait de vous, Alceste, tout de bon, si on vous entendait parler de la façon. Tant pis pour qui rirait. Mais cette rectitude que vous voulez en tout avec exactitude, cette pleine droiture où vous vous renfermez, la trouvez-vous ici dans ce que vous aimez? Je m'étonne pour moi qu'étant, comme il le semble, vous et le genre humain si fort brouillés ensemble, malgré tout ce qui peut vous le rendre odieux, vous ayez pris chez lui ce qui charme vos yeux. Et ce qui me surprend encore davantage, c'est cet étrange choix où votre cœur s'engage. La sincère Éliante a du penchant pour vous. La prude Arsinoé vous voit d'un œil fort doux. Cependant, à leurs vœux, votre âme se refuse, tandis qu'en ses liens, Célimène l'amuse, de qui l'humeur coquette et l'esprit médisant semblent si fort donnés dans les mœurs d'à présent. D'où vient que, leur portant une haine mortelle, vous pouvez bien souffrir ce qu'en tient cette belle? Ne sont-ce plus défauts dans un objet si doux? Ne les voyez-vous pas? Ou les excusez-vous? Non. L'amour que je sens pour cette jeune veuve ne ferme point mes yeux aux défauts qu'on lui trouve. Et je suis quelque ardeur qu'elle m'ait pu donner, le premier à les voir, comme à les condamner. Mais avec tout cela, quoi que je puisse faire, je confesse mon faible. Elle a l'art de me plaire, j'ai beau voir ses défauts et j'ai beau l'en blâmer. En dépit qu'on en ait, elle se fait aimer. Sa grâce est la plus forte. Et sans doute ma flamme de ses vices du temps pourra purger son âme. Si vous faites cela, vous ne ferez pas peu. Vous croyez être donc aimé d'elle. Ah oui, parbleu, je ne l'aimerais pas si je ne croyais l'être. Mais si son amitié pour vous se fait paraître, d'où vient que vos rivaux vous causent de l'ennui? C'est qu'un cœur bien atteint veut qu'on soit tout à lui. Et je ne viens ici qu'à dessein de lui dire tout ce que là-dessus ma passion m'inspire. Pour moi, si je n'avais qu'à former des désirs, sa cousine, Éliante, aurait tous mes soupirs. Son cœur qui vous estime est solide et sincère. Et ce choix plus conforme était mieux votre affaire. Il est vrai. Ma raison me le dit chaque jour, mais la raison n'est pas ce qui règle l'amour. Je crains fort pour vos feux et l'espoir où vous êtes pourrait... Ah! J'ai su là-bas que pour quelques emplettes, et Éliante est sortie, et Célimène aussi. Mais comme l'on m'a dit que vous étiez ici, j'ai monté pour vous dire, et d'un cœur véritable, que j'ai conçu pour vous une estime incroyable. Et que depuis longtemps, cette estime m'a mis dans un ardent désir d'être de vos amis. Mon cœur au mérite aime à rendre justice, et je brûle qu'un nœud d'amitié nous unisse. Je crois qu'un ami chaud et de ma qualité n'est pas assurément pour être rejeté. C'est à vous, s'il vous plaît, que ce discours s'adresse.
moi, monsieur. À vous! Trouvez-vous qu'il vous blesse? Non pas, mais la surprise est fort grande pour moi et je n'attendais pas l'honneur que je reçois. L'estime où je vous tiens ne doit point vous surprendre. Et de tout l'univers, vous la pouvez prétendre. Monsieur. L'État n'a rien qui ne soit en dessous du mérite éclatant que l'on découvre en vous. Monsieur. Et de ma part, je vous tiens préférable à tout ce que j'y vois de plus considérable. Monsieur. Soit je du ciel écrasé si je mens. Et pour vous confirmer ici mes sentiments, souffrez qu'à cœur ouvert, monsieur. Je vous embrasse. Et qu'en votre amitié, je vous demande place. Touchez-la, s'il vous plaît. Vous me la promettez. Votre amitié. Monsieur. Quand vous y résistez? Monsieur, c'est trop d'honneur que vous me voulez faire, mais l'amitié demande un peu plus de mystère. Et c'est assurément profaner le nom que de vouloir le mettre à toute occasion. Avec lumière et choix, cette union veut naître. Avant que nous lier, il faut mieux nous connaître. Et nous pourrions avoir telle complexion que, tous deux du marché, nous nous repentirions. Oh, parbleu! Oh, c'est là-dessus parler en homme sage! Et je vous en estime encore davantage. Souffrons donc que le temps forme des nœuds si doux. Hein? Cependant, je m'offre entièrement à vous. S'il faut faire à la cour pour vous quelque ouverture, on sait qu'auprès du roi, je fais quelques figures. Il m'écoute. Et en tout, il en use ma foi le plus honnêtement du monde avec moi. Enfin, je suis à vous de toutes les manières. Comme votre esprit a de grandes lumières, je viens pour commencer entre nous ce beau nœud, vous montrer un sonnet que j'ai fait depuis peu, et savoir s'il est bon qu'au public je l'expose. Monsieur, je suis malpropre à décider la chose, veuillez m'en dispenser. Pourquoi? J'ai le défaut d'être un peu plus sincère en cela qu'il ne faut. Mais c'est ce que je demande. Et j'aurais lieu de plaindre si, m'exposant à vous pour me parler sans feinte, vous alliez me trahir et me déguiser rien. Puisqu'il vous plaît ainsi, monsieur, je le veux bien. Ah. Sonnet! C'est un sonnet. L'espoir, c'est une dame qui de quelque espérance avait flatté ma flamme. L'espoir, ce ne sont point de ces grands vers pompeux, mais de petits vers doux, tendres et langoureux. Nous verrons bien. L'espoir, je ne sais si le style pourra vous en paraître assez net et facile, et si du choix des mots vous vous contenterez. Nous allons voir, monsieur. Au reste, vous saurez que je n'ai demeuré qu'un quart d'heure à le faire. Voyons, monsieur, le temps ne fait rien à l'affaire. Ouf. L'espoir, il est vrai, nous soulage et nous berce un temps notre ennui. Mais Phyllis, le triste avantage, lorsque rien ne marche après lui. Je suis déjà charmé de ce petit morceau. Quoi? Vous avez le front de trouver cela beau. Vous eûtes de la complaisance, mais vous en deviez moins avoir, et le poids vous mettre en dépense, pour ne me donner que l'espoir. Oh, qu'en termes galants, ces choses-là sont mises. Noble, vil complaisant, vous louez des sottises. S'il faut qu'une attente éternelle pousse à bout l'ardeur de mon zèle, le trépas sera mon recours. Belle Phyllis, on désespère, alors qu'on espère toujours. Oh, la chute en est jolie, amoureuse, admirable. La peste de ta chute, empoisonneur au diable, en dessous tu fais une à te casser le nez. Je n'ai jamais ouï de vers si bien tournés. Morbleu.
Vous me flattez, vous croyez peut-être... Non, je ne flatte point. Et que fais-tu donc, traître? Mais pour vous, vous savez quel est notre traité? Oui. Parlez-moi, je vous prie, avec sincérité. Monsieur, cette matière est toujours délicate. Et sur le bel esprit, nous aimons qu'on nous flatte. Mais un jour, à quelqu'un dont je tairai le nom, je disais, en voyant les vers de sa façon, qu'il faut qu'un galant homme ait toujours grand empire sur les démangeaisons qui nous prennent des créés. Il doit tenir l'abri de grands empressements qu'on a de faire éclat de tels amusements et que, par la chaleur de montrer ses ouvrages, on s'expose à jouer de mauvais personnages. Et ce que vous voulez me déclarer par là que j'ai tort de voir? Je ne dis pas cela. Mais je lui disais, moi, qu'un froid écrit assomme, qu'il ne faut que ce faible à décrier un homme et qu'eût-on d'autre part sans belle qualité, on regarde les gens par leur méchant côté. Ce qu'à mon sonnet vous trouvez à redire? Je ne dis pas cela. Mais pour ne point décrire, je lui mettais aux yeux, comme dans notre temps, cette soif à gâter de fort honnêtes gens. Et ce que j'écris mal, leur ressemblerait-je? Je ne dis pas cela. Mais enfin, lui disais-je, quel besoin si pressant avez-vous de rimer? Et qui diantre vous pousse à vous faire imprimer? Si l'on peut pardonner les sorts d'un mauvais livre, ce n'est qu'aux malheureux qui composent pour vivre. Croyez-moi, résistez à vos tentations. Dérobez au public ses occupations et n'allez point quitter de quoi que l'on vous somme le nom que, dans la cour, vous avez d'honnête homme pour prendre de la main d'un avide imprimeur celui de ridicule et misérable auteur. C'est ce que je tâchais de lui faire comprendre. Voilà qui va fort bien, et je crois vous entendre. Mais ne puis-je savoir ce que dans mon sonnet? Franchement, il est bon à mettre au cabinet. Vous vous êtes réglé sur de méchants modèles et vos expressions ne sont point naturelles. Qu'est-ce que nous berce un temps notre ennui? Et que rien ne marche après lui. Que ne vous pas mettre en dépense pour ne me donner que l'espoir. Et que, Phyllis, on désespère alors qu'on espère toujours. Ce style figuré dont on fait vanité sort du bon caractère, et de la vérité, ce n'est que jeu de mots, qu'affectation pure, et ce n'est point ainsi que parle la nature. Le méchant goût du siècle, en cela me fait peur. Nos pères, tout grossiers, l'avaient beaucoup meilleur, et je prise bien moins tout ce que l'on admire qu'une vieille chanson que je m'en vais vous dire. Si le roi m'avait donné Paris, sa grande ville, et qu'il m'eût fallu quitter l'amour de mamie, je dirais au roi Henri, reprenez votre Paris, j'aime mieux mamie au guet, j'aime mieux mamie. La rime n'est pas riche, le style en est vieux. Mais ne voyez-vous pas que cela vaut bien mieux que ces colifichets, dont le bon sens murmure, et que la passion parle là toute pure? Si le roi m'avait donné Paris, sa grande ville, et qu'il m'eût fallu quitter l'amour de mamie, je dirais au roi Henri, reprenez votre Paris. J'aime mieux mamie au guet, j'aime mieux mamie. Mamie, Voilà ce que peut dire un cœur vraiment, c'est prêt. Oui, monsieur le rieur, malgré vos beaux esprits, j'estime plus cela que la pompe fleurie de tous ces faux brillants où chacun se récrie. et moi je vous soutiens que mes vers sont fort bons. Pour les trouver ainsi, vous avez vos raisons, mais vous trouverez bon que j'en puisse avoir d'autres, qui se dispenseront de se soumettre aux vôtres? Il me suffit de voir que d'autres en font cas. Ah, c'est qu'ils ont l'art de feindre, et moi je ne l'ai pas. Croyez-vous donc avoir tant d'esprit en partage? Si je louais vos vers, j'en aurais davantage? Je voudrais bien pourvoir que de votre manière, vous en composassiez sur la même matière. J'en pourrais par malheur faire d'aussi méchants, mais je me garderai de les montrer aux gens. Vous me parlez bien ferme. Mais cette suffisance. Autre part que chez moi, cherchez, qui vous encense. Petit monsieur, prenez-le un peu moins haut. Ma foi, mon grand monsieur, je le prends comme il faut. Eh, messieurs, c'en est trop. Laissez cela de grâce. J'ai tort, je l'avoue. Et je quitte la place. Je suis votre valet, monsieur. De tout mon cœur. Et moi, je suis monsieur, votre humble serviteur. Eh bien, vous le voyez, pour être
trop sincère. Vous voilà sur les bras une fâcheuse affaire et j'ai bien vu qu'on ronde afin d'être flatté. Ne me parlez pas. Mais de société. c'est trop. Laissez-moi là. Si je... Point de langage. Mais quoi? Je n'entends rien. Mais Encore. on outrage. Ah mon Dieu, c'en est trop. Ne suivez point mes pas. Vous vous moquez de moi. Je ne vous quitte pas. Madame, voulez-vous que je vous parle net? De vos façons d'agir, je suis mal satisfait. On traîne dans mon cœur trop de bile, ça semblait... Je sens qu'il faudra que nous rompions ensemble. Oui, je vous tromperai de parler autrement. Tôt ou tard, nous romprons. Indubitablement, et je vous promettrai 1000 fois le contraire, que je ne serai pas en pouvoir de le faire. C'est pour me quereller donc à ce que je vois que vous avez voulu me ramener chez moi. Je ne querelle pas, mais... Votre accueil, madame, ouvre au premier venu trop d'accès dans votre âme. Vous avez trop d'amants qu'on voit vous obséder, et mon cœur de cela ne peut s'accommoder. Des amants que je fais me rendez-vous coupable. Puis-je empêcher les gens de me trouver aimable, et lorsque pour me voir, ils font de doux efforts? Dois-je prendre un bâton pour les mettre dehors? Non, madame, ce n'est pas un bâton qu'il faut prendre, mais un cœur alors veut moins facile et moins tendre. Je sais que vos appâts vous suivent en tout lieu, mais votre accueil retient ce qu'attirent vos yeux. Et sa douceur offerte à qui vous rend les armes achève sur les cœurs l'ouvrage de vos charmes. Mais enfin, dites-moi, madame, par quel sort votre cli tendre a l'heure de vous plaire si fort? Est-ce par l'ongle long qu'il porte au petit doigt qu'il s'est acquis chez vous l'estime où l'on le voit? Vous êtes-vous rendu avec tout le beau monde au mérite éclatant de sa perruque blonde? Ou sa façon de rire et son ton de fausser ont-ils de vous toucher si trouver le secret? Car justement, de lui, vous prenez de l'ombrage. Ne savez-vous pas bien pourquoi je le ménage? Et que dans mon procès, ainsi qu'il m'a promis, il peut intéresser tout ce qu'il a d'amis. Perdez votre procès, madame, avec constance, et ne ménagez point un rival qui m'offense. Mais de tout l'univers, vous devenez jaloux. C'est que tout l'univers est bien reçu de vous.
C'est ce qui doit rasseoir votre âme effarouchée, puisque ma complaisance est surtout s'épancher. Et vous auriez plus lieu de vous en offenser si vous me la voyez sur un seul ramassé. Mais moi que vous blâmez de trop de jalousie. Qu'ai-je de plus que tous, madame, je vous prie? Le bonheur de savoir que vous êtes aimée. Et quel lieu de le croire à mon cœur enflammé. Je pense qu'ayant pris le soin de vous le dire, un aveu de la sorte a de quoi vous suffire. Mais qui m'assurera que dans le même instant, vous n'en disiez peut-être aux autres tout autant? Certes, pour un amant, la fleurette est mignonne et vous me traitez là de gentille personne. Eh bien, pour vous ôter d'un semblable souci de tout ce que j'ai dit, je me dédise ici. Et rien ne saurait plus vous tromper que vous-même. Soyez content. Morbleu, faut-il que je vous aime? Ah, que si de vos mains je retrouve mon cœur, je bénirai le ciel de ce rare bonheur. Je ne le scelle point. Je fais tous mes efforts pour empêcher d'un cœur un si grand réconfort. Il est vrai, votre ardeur est pour moi 100 secondes. Oui, je puis là-dessus défier tout le monde. Mon amour ne se peut concevoir et personne n'a jamais, madame, aimé comme je fais. En effet, la méthode en est toute nouvelle, car vous aimez les gens pour leur faire querelle. Ce n'est qu'en mots fâcheux qu'éclate votre ardeur et l'on n'a jamais vu un amour si grondeur. Et s'il ne tient qu'à vous que ce chagrin ne passe, à tous nos démêlés, coupons chemin de grâce, parlons à cœur ouvert. Et voyons d'arrêter. Qu'est-ce? Un caste est là-bas. Eh bien, faites monter. Quoi? On ne peut jamais vous parler tête à tête. À recevoir le monde, on vous voit toujours prêter. Ne pouvez-vous pas, un seul moment de tous, vous résoudre à s'ouvrir de notre poids chez vous? Voulez-vous qu'avec lui je me fasse une affaire? Vous avez des regards qui ne sauraient me plaire. C'est un homme à jamais ne me le pardonner s'il savait que sa vue eût pu m'importuner. Mais que vous fait cela pour vous gêner de sorte? Mon Dieu! De ces pareils, la bienveillance importe. Et ce sont de ces gens qui, je ne sais comment, ont gagné dans la cour de parler hautement. Dans tous les entretiens, on les voit s'introduire. Ils ne sauraient servir, mais ils peuvent vous nuire, et jamais quelque appui qu'on puisse avoir d'ailleurs. On ne doit se brouiller avec ces grands brailleurs. Enfin, quoi qu'il en soit et sur quoi qu'on se fonde, vous trouvez des raisons pour souffrir tout le monde. Et les précautions de votre jugement n'ont... Voici qui tendre encore, madame. Justement, Où courez-vous? je sors. Demeurez. Pourquoi faire? Demeurez. Je ne puis. Je le veux. Point d'affaires, ces conversations ne font que m'ennuyer. Et c'est trop que vouloir me les faire essuyer. Je le veux, je le veux. Non, il m'est impossible. Eh bien, allez, sortez. Il vous est tout loisible. Allez! Voici les deux marquis qui montent avec nous. Vous l'est-on venu dire? Oui, des sièges pour tous. Vous n'êtes pas sorti? Non, mais je veux, madame, ou pour eux, ou pour moi, faire expliquer votre âme. Taisez-vous. Aujourd'hui, vous vous expliquerez. Vous perdez le sens. Point, vous vous déclarerez. Vous prendrez parti. Vous vous moquez, je pense. Non, mais vous choisirez. C'est trop de patience. Je viens du Louvre, où Cléonte au lever, madame, a bien paru ridicule, achevé. N'a-t-il point quelque ami qui puisse, sur ses manières, d'un charitable avis, lui prêter les lumières? Dans le monde, à vrai dire, il se barbouille fort. Partout, il porte un air qui saute aux yeux d'abord. Et lorsqu'on le revoit après un peu d'absence, on le retrouve encore plus plein d'extravagance. P-I-A, P-I-A, P-I-A. Pia, 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 pia. Oh, parbleu, s'il faut parler de gens extravagants, je viens d'en essuyer un des plus fatigants, Damon le raisonneur, qui m'a, ne vous déplaise, 1 heure au grand soleil, tenu hors de ma chaise. Non, 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 non. C'est un parleur étrange, et qui trouve toujours l'art de ne vous rien dire avec de grands discours.
Dans les propos qu'il tient, on ne voit jamais goutte, et ce n'est que du bruit que tout ce qu'on écoute. Ce début n'est pas mal, et contre le prochain, la conversation prend un assez bon train. Pia. On dit qu'avec Bélise, il est du dernier bien. Le pauvre esprit de femme et le sec entretien. Lorsqu'elle vient me voir, je souffre le martyre. Il faut suer sans cesse à chercher que lui dire. Et la stérilité de son expression fait mourir à tout coup la conversation. Enfin, pour attaquer son stupide silence, de tous les lieux communs, vous prenez l'assistance. Le beau temps et la pluie, et le froid, et le chaud sont des fonds qu'avec elle on épuise bientôt. Cependant, sa visite assez insupportable traîne en une longueur encore épouvantable, et l'on demande l'heure, et l'on baille 20 fois, qu'elle grouille aussi peu que de pièces de bois. Que vous semble d'Adraste? Ah, quel orgueil extrême! C'est un homme gonflé de l'amour de soi-même. Son mérite jamais n'est content de la cour. Contre elle, il fait métier de pester chaque jour, et l'on ne donne emploi, charge ni bénéfice qu'à tous ceux qu'il se croit, on ne fasse en justice. Mais le jeune Cléon, chez qui vont aujourd'hui nos plus honnêtes gens, que dites-vous de lui? Que de son cuisinier, il s'est fait un mérite, et que c'est à sa table à qui l'on rend visite. Il prend soin d'y servir des mets fort délicats. Oui, mais je voudrais bien qu'il ne s'y serve pas. C'est un fort méchant plat que ça saute personne et qui gâte à mon goût tous les repas qu'il donne. On fait assez de cas de son oncle Damis. Qu'en dites-vous, madame? Il est de mes amis. Aïe. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Oi, 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 oi. Oi, 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 Je le trouve honnête homme et d'un air assez sage. Oui, mais il veut avoir trop d'esprit, donc j'enrage. Il est gardé sans cesse, et dans tous ses propos, on voit qu'il se travaille à dire de bons mots. Depuis que dans la tête il s'est mis d'être habile, rien ne touche son goût tant il est difficile. Et les deux bras croisés du haut de son esprit, il regarde en pitié tout ce que chacun dit. Ah, Dieu mesdames, voilà son portrait véritable. Pour bien peindre les gens, vous êtes admirable. Allons, ferme, poussez, mes bons amis de cour. Vous n'en épargnez point, hein? Et chacun à son tour. Cependant, aucun d'eux à vos yeux ne se montre, qu'on ne vous voit en hâte aller à sa rencontre, lui présenter la main, et d'un baiser flatteur appliquer les serments d'être son serviteur. Pourquoi s'en prendre à nous? Si ce qu'on dit vous blesse, il faut que le reproche à madame s'adresse. Non, morbleu, c'est à vous. Et vos rires complaisantirent de son esprit tous ces traits médisants. Son humeur satirique est sans cesse nourrie par le coupable ensemble de votre flatterie. Et son cœur arraillé trouverait moins d'appât s'il avait observé qu'on ne l'applaudit pas. C'est ainsi qu'aux flatteurs on doit partout se prendre, des vices où l'on voit les humains se répandre. Mais pourquoi, pour ces gens, un intérêt si grand? Vous qui condamneriez ce qu'en eux on reprend. Et ne faut-il pas bien que monsieur contredise? À la commune voix veut-on qu'il se réduise, et qu'il ne fasse pas éclater en tout lieu l'esprit contrariant qu'il a reçu des cieux. Le sentiment d'autrui n'est jamais pour lui plaire. Il prend toujours en main l'opinion contraire et penserait paraître un homme du commun si l'on voyait qu'il fût de l'avis de quelqu'un. L'honneur de contredire a pour lui tant de charme qu'il prend contre lui-même assez souvent les armes. Et ses vrais sentiments sont combattus par lui aussitôt qu'il les voit dans la bouche d'autrui. Les rieurs sont pour vous, madame, c'est tout dire.
Et vous pouvez pousser contre moi la satire. Mais il est véritable aussi que votre esprit se gendarme toujours contre tout ce qu'on dit. Et que par un chagrin que lui-même il avoue, il ne saurait souffrir qu'on blâme, ni qu'on loue. C'est que jamais morbleu les hommes n'ont raison. Que le chagrin contre eux est toujours de saison. Et que je vois qu'ils sont sur toutes les affaires loueurs impertinents ou censeurs téméraires. Mais... Non, madame, non. Quand j'en devrais mourir, vous avez des plaisirs que je ne puis souffrir. Et l'on a tort ici de nourrir dans votre âme ce grand attachement aux défauts qu'on y blâme. Pour moi, je ne sais pas, mais j'avouerai tout haut que j'ai cru jusqu'ici madame sans défaut. De grâces et d'attraits, je vois qu'elle est pourvue, mais les défauts qu'elle a ne frappent point ma vue. Ils frappent tous la mienne. Et loin de m'en cacher, elle sait que j'ai soin de les lui reprocher. Plus on aime quelqu'un, moins il faut qu'on le flatte. À ne rien pardonner, le pur amour éclate. Et je bannirai, moi, tous ces lâches amants que je verrai soumis à tous mes sentiments et dont, à tout propos, les molles complaisances donneraient de l'encens à mes extravagances. Enfin, s'il faut qu'à vous s'en rapporte les cœurs, on doit pour bien aimer renoncer aux douceurs. Et du parfait amour-maître, l'honneur suprême a bien injurié les personnes qu'on aime. L'amour, pour l'ordinaire, est peu fait à ses lois. Et l'on voit les amants vanter toujours leur choix. Jamais leur passion n'y voit rien de blâmable. Et dans l'objet aimé, tout leur devient aimable. Ils comptent les défauts pour des perfections. Et savent y donner de favorables noms. La pâle est au jasmin, en blancheur comparable. La noire à faire peur, une brune adorable. La maigre a de la taille et de la liberté. La grâce est dans son port, pleine de majesté. La malpropre, sur soi, de peu d'attraits chargés, est mise sous le nom de beauté négligée. La géante paraît une déesse aux yeux. La naine, oh, un abrégé des merveilles des cieux. L'orgueilleuse a le cœur digne d'une couronne. La fourbe a de l'esprit. La sotte est toute bonne. La trop grande parleuse est d'agréable humeur. Et la muette garde une honnête pudeur. C'est ainsi qu'un amant dont l'ardeur est extrême aime jusqu'au défaut des personnes qu'il aime. Oh. Et moi, je soutiens, moi. Lisons là ce discours. Et dans la galerie, allons faire de tours. Quoi? Vous vous en allez, messieurs? Non pas, madame. La peur de leur départ occupe fort votre âme. Sortez quand vous voudrez, messieurs. Mais j'avertis que je ne sors qu'après que vous serez sortis. À moins de voir madame en être importunée, rien ne m'appelle ailleurs de toute la journée. Moi, pourvu que je puisse être au petit coucher, je n'ai point d'autre affaire où je sois attaché. C'est pour rire, je crois. Non, en aucune sorte. Nous verrons si c'est moi que vous voudrez qu'il sorte. Monsieur, un homme est là qui voudrait vous parler. Pour affaire, dit-il, qu'on ne peut repousser. Dis-lui que je n'ai point d'affaires si pressées. Il porte une jaquette à grand basque plissé avec du d'or dessus. Allez voir ce que c'est ou bien faites l'entrée. C'est de Ronte et de vous la ridicule affaire. Mais quel accommodement veut-on faire entre nous? La voix de ces messieurs me condamnera-t-elle à trouver bon les vers qui font notre querelle? Je ne me dédie point de ce que j'en ai dit, je les trouve méchants. Mais d'un plus doux Je esprit. n'en démordrai pas, les vers sont exécrables. Vous devez faire voir des sentiments traitables. Allons, Je tiendrai toujours morbleu qui sont mauvais et qu'un homme est pendable après les avoir faits. Par l'assemblée, messieurs, je ne pensais pas être si plaisant que je suis. Allez vite paraître où vous devez. J'y vais, madame, et sur mes pas, je reviens en ces lieux pour vider nos débats. Ils sont.
Cher marquis, je te vois l'âme bien satisfaite. Toute chose t'est gaie et rien ne t'inquiète. En bonne foi, crois-tu, sans t'éblouir les yeux, avoir de grands sujets de paraître joyeux? Parbleu! Je ne vois pas, lorsque je m'examine ou prendre aucun sujet, d'avoir l'âme chagrine. J'ai du bien, je suis jeune et sors d'une maison qui se peut dire noble avec quelques raisons, et je crois, par le rang que me donne ma race, qu'il est fort peu d'emplois dont je ne sois en passe. Pour le cœur, dont surtout nous devons faire face, on sait sans vanité que je n'en manque pas, et l'on m'a vu pousser dans le monde une affaire d'une assez vigoureuse, et gaillard de manière, schlac, poum. Pour de l'esprit, j'en ai sans doute, et du bon goût à juger sans étude et à raisonner de tout. Je suis assez adroit. J'ai bon air, bonne mine, et des dents belles surtout, hein, et la taille fort fine. Je me vois dans l'estime autant qu'on y puisse être, fort aimé, du beau sexe, et bien auprès du maître. Je crois qu'avec cela, mon cher marquis, je crois qu'on peut par tout pays être content de soi. Oui. Et trouvant ailleurs des conquêtes faciles, pourquoi pousser ici des soupirs inutiles? Moi, parbleu, oh, je ne suis de taille ni d'humeur à pouvoir d'une belle essuyer la froideur. C'est aux gens mal tournés, aux mérites vulgaires, à brûler constamment pour les beautés sévères, à languir à leurs pieds et souffrir leur rigueur, et tâcher par des soins d'une très longue suite d'obtenir ce qu'on nie à leur peu de mérite. Mais les gens de mon air, marquis, ne sont pas faits pour aimer à crédit et faire tous les frais. Quelque rare que soit le mérite des belles, je pense, oh Dieu merci, qu'on vaut son prix comme elle. Tu pensais donc, marquis, être fort bien ici? Oh, j'ai quelque lieu marquis de le penser ainsi. Crois-moi, détache-toi de cette erreur extrême. Tu te flattes, mon cher, et t'abuses toi-même. Ah, il est vrai, je me flatte et m'aveugle, en effet. Qui te fait juger ton bonheur si parfait? Je me flatte. Sur quoi fonder tes conjectures? Mais je m'aveugle. En as-tu des preuves qui soient sûres? Je m'abuse, te dis-je. Est-ce que de ces vœux, Célimène t'a fait quelques secrets aveux? Mais non, non, non. Je suis maltraité. Réponds-moi, je te prie. Mais je n'ai que des rebuts. Laissons la raillerie et me dis quel espoir on peut t'avoir donné. Je suis le misérable et toi le fortuné. Oh, on a pour ma personne une aversion grande et quelqu'un de ces jours. Il faut que je me pende. Oh ça, marquis. Veux-tu bien, pour accorder nos vœux, que nous tombions d'accord d'une chose de tous deux? Que qui pourra montrer une marque certaine d'avoir meilleure part au cœur de Célimène, l'autre ici fera place au vainqueur prétendu et le délivrera d'un rival assidu. Parbleu, tu me plais avec un tel langage. Et du bon de mon cœur, à cela je m'engage. Encore ici? L'amour! Retiens nos pas. Je viens d'où y rentrer un carrosse là-bas, savez-vous qui c'est? Non. Artino et madame montent ici pour vous voir! Que me veut cette femme? Eliante là-bas est à l'entretenir! De quoi s'avise-t-elle et qui l'a fait venir? Pour prix de consommer en tout lieu, elle passe et l'ardeur de son zèle. Oui, franche grimace. Dans l'âme, elle est du monde et ses soins tentent tout pour accrocher quelqu'un sans en venir à bout. Elle ne saurait voir qu'avec un œil d'envie les amants déclarés dont une autre est suivie,
et son triste mérite abandonné de tous contre le siècle aveugle et toujours en courroux. Elle tâche à couvrir d'un faux voile de prude ce que chez elle on voit d'affreuse solitude. Et pour sauver l'honneur de ses faibles appâts, elle attache du crime au pouvoir qu'ils n'ont pas. Cependant, un amant plairait fort à la dame. Et même pour Alceste, la tendresse d'âme. Ce qu'il me rend de sang outrage ses attraits. Elle veut que ce soit un vol que je lui fais. Et son jaloux dépit qu'avec peine elle cache en tous endroits sous main contre moi se détache. Enfin, je n'ai jamais rien vu de si sot à mon gré. Elle est impertinente au suprême degré. Quel ressort en ce lieu vous amène? Madame, sans mentir, j'étais de vous en peine. Je viens pour quelque avis que j'ai cru vous devoir. Ah, mon Dieu, que je suis contente de vous voir. Leur départ ne pouvait plus à propos se faire. Voulons-nous nous asseoir? Il n'est pas nécessaire, madame. L'amitié doit surtout éclater aux choses qui le plus nous peuvent importer. Et comme il n'en est point de plus grande importance que celle de l'honneur et de la bienséance, je viens par un avis qui touche votre honneur témoigner l'amitié que pour vous à mon cœur. Hier, j'étais chez des gens de vertu singulière où sur vous du discours, on tourna la matière. Et là, votre conduite, avec ses grands éclats, madame, eut le malheur qu'on ne la loua pas. Cette foule de gens dont vous souffrez visite, votre galanterie et les bruits qu'elle excite trouvèrent des censeurs plus qu'il n'aurait fallu, et bien plus rigoureux que je n'eusse voulu. Vous pouvez bien penser quelle partie je suis prendre. Je fis ce que je pus pour vous pouvoir défendre. Je vous excusai fort sur votre intention et voulus de votre âme être la caution, mais vous savez qu'il y a des causes dans la vie qu'on ne peut excuser, quoi qu'on en ait envie. Et je me vis contrainte à demeurer d'accord que l'air dont vous viviez vous faisait un peu tort, qu'il prenait dans le monde une méchante face, qu'il n'est compte fâcheux que partout on en fasse, et que si vous vouliez, tous vos déportements pourraient moins donner prise au mauvais jugement. Non que j'y crois au fond, l'honnêteté blessée me préserve le ciel d'en avoir la pensée. Mais aux ombres du crime on prête aisément foi, et ce n'est pas assez de bien vivre pour soi. Madame, je vous crois l'âme trop raisonnable pour ne pas prendre bien cet avis profitable, et pour l'attribuer qu'au mouvement secret d'un zèle qui m'attache à tous vos intérêts. Madame, j'ai beaucoup de grâce à vous rendre. Un tel avis m'oblige, et loin de le mal prendre, j'en prétends reconnaître à l'instant la faveur pour un avis aussi qui touche votre honneur. Et comme je vous vois vous montrer mon ami, en m'apprenant les bruits que de moi l'on publie, je veux suivre à mon tour un exemple si doux, en vous avertissant de ce qu'on dit de vous. En un lieu, l'autre jour, où je faisais visite, je trouvais quelques gens d'un très rare mérite, qui, parlant des vrais soins d'une âme qui vit bien, fit retomber sur vous, madame, l'entretien. Là, votre pruderie et vos éclats de zèle ne furent pas cités comme un fort bon modèle. Cette affectation d'un grave extérieur, vos discours éternels de sagesse et d'honneur, vos mines et vos cris aux ombres d'indécence que d'un mot ambigu peut avoir l'innocence, cette hauteur d'estime où vous êtes de vous, et ces yeux de pitié que vous jetez sur tous, vos fréquentes leçons et vos aigres censures sur des choses qui sont innocentes et pures, tout cela, si je puis vous parler franchement, madame, fut blâmé d'un commun sentiment. À quoi bon, disait-il, cette mine modeste et ce sage dehors que dément tout le reste?
Elle est à bien prier, exact, au dernier point, mais elle bat ses jambes, et ne les pète point. Dans tous les lieux dévots, elle étale un grand zèle, mais elle met du blanc et veut paraître belle. Elle fait des tables couvrir les nudités, mais elle a de l'amour pour les réalités. Pour moi, contre chacun, je prie votre défense, et leur assurer fort que c'était médisance. Mais tous les sentiments combattirent le mien, et leur conclusion fut que vous feriez bien de prendre moins de soin des actions des autres et de vous mettre un peu plus en peine des vôtres. Qu'on doit se regarder soi-même un fort longtemps avant que de songer à condamner les gens. Qu'il faut mettre le poids d'une vie exemplaire dans les corrections qu'aux autres on veut faire, et qu'encore vaut-il mieux s'en remettre au besoin à ceux à qui le ciel en a commis le soin. Madame, je vous crois aussi trop raisonnable pour ne pas prendre bien cet avis profitable et pour l'attribuer qu'au mouvement secret d'un zèle qui m'attache à tous vos intérêts. À quoi qu'en reprenant ton soit assujetti, je ne m'attendais pas à cette répartie, madame. Et je vois bien, parce qu'elle a des greurs, que mon sincère avis vous a blessé au cœur. Au contraire, madame. Et si l'on était sage, ces avis mutuels seraient mis en usage. On détruirait par là, traitant de bonne foi, ce grand aveuglement où chacun est pour soi. Il ne tiendra qu'à vous qu'avec le même zèle, nous ne continuions cet office fidèle et ne prenions grand soin de nous dire entre nous ce que nous entendrons, vous de moi de vous. Madame de vous, je ne puis rien entendre. C'est en moi que l'on peut trouver fort à reprendre. Madame, on peut, je crois, louer et blâmer tout, et chacun a raison suivant l'âge ou le goût. Il est une saison pour la galanterie, il en est une aussi propre à la pruderie. On peut, par politique, en prendre le parti quand de nos jeunes ans l'éclat est amorti. Cela sert à couvrir de fâcheuses disgrâces. Je ne dis pas qu'un jour je ne suive vos traces, l'âge amènera tout, mais ce n'est pas le temps, madame, comme on sait, d'être prude à 20 ans. Certes, certes, vous vous targuez d'un bien faible avantage, et vous faites sonner terriblement votre âge. Ce que de plus que vous, on en pourrait avoir, n'est pas un si grand cas pour s'en prévaloir. Et je ne sais pourquoi votre âme ainsi s'emporte, madame, à me pousser de cette étrange sorte. Moi, je ne sais pas, madame, aussi pourquoi on vous voit en tout lieu vous déchaîner sur moi. Faut-il de vos chagrins sans cesse à moi vous prendre? Et puis je mets des soins qu'on ne veut pas vous rendre. Si ma personne aux gens inspire de l'amour, et si l'on continue à m'offrir chaque jour des vœux que votre cœur peut souhaiter qu'on m'ôte, je n'y saurais que faire. Et ce n'est pas ma faute. Vous avez le champ libre, et je n'empêche pas que pour les attirer, vous n'ayez des appâts. Hélas! Et croyez-vous que l'on se mette en peine de ce nombre d'amants dont vous faites la veine? Et qu'il ne soit pas fort aisé de juger à quel prix, aujourd'hui, l'on peut les engager? Pensez-vous faire croire, à voir comme tout roule, que votre seul mérite attire cette foule? Qu'ils ne brûlent pour vous que d'un honnête amour et que pour vos vertus, ils vous font tous la cour? On ne s'aveugle point par de vaines défaites. Le monde n'est point dupe, et j'en vois qui sont faites à pouvoir inspirer de tendres sentiments, qui chez elles pourtant ne fixent point d'amant. Et de là, nous pouvons tirer des conséquences. Qu'on n'acquiert point de cœur sans de jeunes avances, qu'aucun pour nos beaux yeux n'est notre soupirant, et qu'il faut acheter tous les soins qu'on nous rend. Ne vous enflez donc point d'une si grande gloire, pour les petits brillants d'une faible victoire. Et corrigez un peu l'orgueil de vos appâts de traiter pour cela les gens du haut en bas. Si nos yeux enviaient les conquêtes des vôtres, je pense qu'on pourrait faire comme les autres, ne se point ménager, et vous faire bien voir que l'on a des amants quand on en veut avoir. Ayez-en donc, madame, et voyons cette affaire. Par ce rare secret, efforcez-vous de plaire et... Brisons, madame, un pareil entretien. Il pousserait trop loin votre esprit et le mien. Et j'aurais pris déjà le congé qu'il faut prendre, si mon carrosse encore ne m'obligeait d'attendre. Autant qu'il vous plaira, vous pouvez arrêter, madame. Et là-dessus, rien ne doit vous hâter. Et sans vous fatiguer de ma cérémonie, je m'en vais vous donner meilleure compagnie.
Et monsieur qu'à propos le hasard fait venir remplira mieux ma place à vous entretenir. Alceste, il faut que j'aille écrire un mot de lettre que sans me faire tort je ne saurais remettre. Soyez avec madame, elle aura la bonté d'excuser aisément mon incivilité. Vous voyez, elle veut que je vous entretienne attendant un moment que mon carrosse vienne. Et jamais tous ces soins ne pouvaient m'offrir rien qui me fût plus charmant qu'un pareil entretien. En vérité, les gens d'un mérite sublime entraînent de chacun et l'amour et l'estime. Et le vôtre, sans doute, a des charmes secrets qui font entrer mon cœur dans tous vos intérêts. Je voudrais bien que la cour, par un regard propice à ce que vous valez, rendit plus de justice. Vous avez à vous plaindre. Et je suis en courroux quand je vois chaque jour qu'on ne fait rien pour vous. Moi, madame? Mais sur quoi pourrais-je rien prétendre? Quel service à l'État est-ce qu'on m'a vu rendre? Qu'ai-je fait, s'il vous plaît, de si brillant de soi pour me plaindre à la cour qu'on ne fait rien pour moi? Tous ceux sur qui la cour jette des yeux propices n'ont pas toujours rendu de ces fameux services. Il faut l'occasion, ainsi que le pouvoir. Et le mérite enfin que vous nous faites voir, de vrai. Mon Dieu, laissons là mon mérite, de grâce. De quoi voulez-vous là que la cour s'embarrasse? Elle aurait fort à faire et ses soins seraient grands d'avoir à déterrer le mérite des gens. Non, un mérite éclatant se déterre lui-même. Du vôtre, en bien des lieux, on fait un cas extrême. Et vous saurez de moi qu'en deux fort bons endroits, vous fûtes hier loué par des gens d'un grand poids. Eh, madame, on loue aujourd'hui tout le monde, et le siècle par là n'a rien qu'on ne confonde. Tout est d'un grand mérite également doué. Ce n'est plus un honneur que de se voir loué. Des loges, on regorge. À la tête, on les jette, et mon valet de chambre est mis dans la gazette. Pour moi, je voudrais bien que, pour vous montrer mieux, une charge à la cour vous pût frapper les yeux. Pour peu que d'y songer vous nous fassiez des mines, on peut pour vous servir remuer des machines. Et j'ai des gens en main que j'emploierai pour vous, qui vous feront à tout un chemin assez doux. Que voudriez-vous, madame, que j'y fisse? L'humeur dont je me sens veut que je m'en bannisse. Le ciel ne m'a point fait, en me donnant le jour, une âme compatible avec l'air de la cour. Être franc et sincère est mon plus grand talent. Je ne sais point jouer les hommes en parlant. Et qui n'a pas le don de cacher ce qu'il pense doit faire en ce pays fort peu de résidence. Hors de la cour, sans doute, on n'a pas cet appui et ces titres d'honneur qu'elle donne aujourd'hui. Mais on n'a pas aussi, perdant ses avantages, le chagrin de jouer de fort sots personnages. On n'a point à souffrir mille rebuts cruels. On n'a point à louer les vers de monsieur tel, à donner de l'encens à madame une telle et de nos francs marquis essuyer la cervelle. Laissons, puisqu'il vous plaît, ce chapitre de cour. Mais il faut que mon cœur vous plaigne en votre amour. Et pour vous découvrir là-dessus mes pensées, je souhaiterais fort vos ardeurs mieux placées. Vous méritez sans doute un sort beaucoup plus doux. Et celle qui vous charme est indigne de vous. Mais en disant cela, songez-vous, je vous prie, que cette personne est, madame, votre amie? Oui, mais ma conscience est blessée, en effet, de souffrir plus longtemps le tort que l'on vous fait. L'état où je vous vois afflige trop mon âme, et je vous donne la vie qu'on trahit votre flamme. C'est me montrer, madame, de tendres sentiments, et de pareils aveux obligent un amant. Oui, toute mon amie elle est, et je la nomme indigne d'asservir le cœur d'un galant homme, et le sien n'a pour vous que de feintes douceurs. Cela se peut, madame. On ne voit point les cœurs. Mais votre charité se serait bien passée de jeter dans le mien une telle pensée. Si vous ne voulez pas être désabusé, il faut ne vous rien dire. Il est assez aisé. Non, mais sur ces sujets, quoi que l'on nous expose, les doutes sont fâcheux plus que toute autre chose, et je voudrais pour moi qu'on ne me fît savoir que ce qu'avec clarté l'on peut me faire voir. Eh bien, c'est assez dit. Et sur cette matière, vous allez recevoir une pleine lumière. Oui, je veux que de tous vos yeux vous fasse foi.
Donnez-moi seulement la main jusque chez moi. Là, je vous ferai voir une preuve fidèle de l'infidélité du cœur de votre belle. Et si pour d'autres yeux, le vôtre peut brûler, on pourra vous offrir de quoi vous consoler. Oh non! On n'a point vu d'âme à manier si dure, ni d'accommodement plus pénible à conclure. Non, messieurs, disait-il, je ne me dédie point, et tomberai d'accord de tout, hors de ce point. Que lui fait mon avis, qu'il a pris de travers? On peut être honnête homme et faire un mal dévers. Ce n'est point à l'honneur que touchent ces matières. Je le tiens galant homme, en toutes les manières, homme de qualité, de mérite et de cœur, tout ce qu'il vous plaira. Mais fort méchant auteur! Enfin, toute la grâce et l'accommodement où c'est avec effort plié son sentiment, c'est de dire, croyant adoucir bien son style, monsieur, je suis fâché d'être si difficile. Et pour l'amour de vous, je voudrais de bon cœur avoir trouvé tantôt votre sonnet meilleur. Et dans une embrassade, on l'aura pour conclure. Fais vite envelopper toute la procédure. Hein. Alors. Oh. Dans ses façons d'agir, il est fort singulier. Mais j'en fais, je l'avoue, un cas particulier. Et la sincérité dont son âme se pique a quelque chose en soi de noble, d'héroïque. C'est une vertu rare au siècle d'aujourd'hui et je la voudrais voir partout comme chez lui. Pour moi, plus je le vois, plus surtout je m'étonne de cette passion où son cœur s'abandonne. De l'humeur dont le ciel a voulu le former, je ne sais pas comment il s'avise d'aimer. Et je sais moins encore comment votre cousine peut être la personne où son penchant l'incline. Cela fait assez voir que l'amour dans les cœurs n'est pas toujours produit par un rapport d'humeur. Et toutes ces raisons de douce sympathie dans cet exemple-ci se trouvent démenties. Je crois que notre ami près de cette cousine trouvera des chagrins plus qu'il ne s'imagine. Et s'il avait mon cœur à dire vérité, il tournerait ses voeux tout d'un autre côté. Et par un choix plus juste, on le verrait, madame, profiter des bontés que lui montre votre âme. Pour moi, je n'en fais point de façon. Et je crois qu'on doit sur de tels points être de bonne foi. Je ne m'oppose point à toute sa tendresse, au contraire. Pour elle, mon cœur s'intéresse et si c'était qu'à moi la chose pût tenir, moi-même, à ce qu'il aime, on me verrait l'unir. Mais, comme tout se peut faire, si son amour éprouvait quelque destin contraire, s'il fallait que d'un autre, on couronnât les feux, je pourrais me résoudre à recevoir ses vœux. Et le refus souffert en pareille occurrence ne m'y ferait trouver aucune répugnance. Et moi, de mon côté, je ne m'oppose pas, madame, à ces bontés qu'ont pour lui vos appas. Et lui-même, s'il veut, il peut bien vous instruire de ce que là-dessus j'ai pris soin de lui dire. Mais si par un hymen qui les joindrait eux deux, vous étiez hors d'état de recevoir ses vœux, tous les miens tenteraient la faveur éclatante qu'avec tant de bonté votre âme lui présente. Heureux, si quand son cœur s'y pourra dérober, elle pouvait, sur moi, madame, retomber. Vous vous divertissez, Philinte? Non, madame. Et je vous parle ici du meilleur de mon âme. J'attends l'occasion de m'offrir hautement. Et de tous mes souhaits, j'empresse le moment.
Faites-moi raison, madame, d'une offense qui vient de triompher de toute ma constance. Qu'est-ce donc avez-vous qui vous puisse émouvoir? J'ai ce que sans mourir je ne puis concevoir. Mais encore qui vous peut? Tout est ruiné. Je suis trahi. Je suis assassiné. Célimène, eût-on pu croire cette nouvelle? Célimène me trompe. Elle n'est qu'une infidèle. Avez-vous pour le croire de justes fondements? Peut-être est-ce un soupçon conçu légèrement, et votre esprit jaloux prend parfois des chimères. Morbleu, mêlez-vous, monsieur, de vos affaires. C'est de sa trahison d'être que trop certain que l'avoir dans la poche, écrite de sa main, oui, madame. Une lettre, écrite pour Oronte, a produite à mes yeux ma disgrâce et sa honte. Vous devez modérer vos transports et l'outrage. Madame, c'est à vous qu'appartient cet ouvrage. C'est à vous que mon cœur a recours aujourd'hui pour pouvoir s'affranchir de son cuisant ennui. Vengez-moi d'une ingrate et perfide parente qui trahit lâchement une ardeur si constante. Vengez-moi de ce trait qui doit vous faire horreur. Moi vous venger? Comment? En recevant mon cœur. Acceptez-le, madame, au lieu de l'infidèle. C'est par là que je puis prendre vengeance d'elle et je la veux punir par les sincères vœux, par le profond amour, les soins respectueux, les devoirs empressés et l'assidu service dont ce cœur va vous faire un ardent sacrifice. Je compatis sans doute à ce que vous souffrez. Et ne méprise point le cœur que vous m'offrez. Mais peut-être le mal n'est pas si grand qu'on pense et vous pourrez quitter ce désir de vengeance. Non. Lorsque l'injure, par d'un objet plein d'appât, en fait force dessein qu'on n'exécute pas. Non. Non, madame, non. L'offense est trop mortelle. Il n'est point de retour et je romps avec elle. Rien ne saurait changer le dessein que j'en ai. Et je me punirai de l'estimer jamais. La voici. Mon courroux redouble à son approche. Je vais de sa noirceur lui faire un vif reproche, pleinement la confondre et vous porter après un cœur tout dégagé de ses trompeurs attraits. Au ciel de mes transports, puis-je être ici le maître? Ouais. Quel est donc le trouble où je vous vois paraître? Et que me veulent dire et ces soupirs poussés et ces sombres regards que sur moi vous lancez? Que toutes les horreurs dont une âme est capable, à vos déloyautés n'ont rien de comparable. Que le sort, les démons et le ciel en courroux n'ont jamais rien produit de si méchant que vous. Voilà certainement des douceurs que j'admire. Ah, ne plaisantez point, il n'est pas temps de rire. Rougissez bien plutôt, vous en avez raison. Et j'ai de sûrs témoins de votre trahison. Voilà ce que marquaient les troubles de mon âme. Ce n'était pas en vain que s'alarmait ma flamme. Je sais que sur les vœux on n'a point de puissance, que l'amour veut partout naître sans dépendance, que jamais par la force on entra dans un cœur, et que toute âme est libre à nommer son vainqueur. Aussi ne trouverais-je aucun sujet de plainte si pour moi votre bouche avait parlé sans feinte. Et rejetant mes vœux dès le premier abord, mon cœur n'aurait eu droit de s'en prendre qu'au sort. Mais d'un aveu trompeur, voir ma flamme applaudie, c'est une trahison. C'est une perfidie qui ne saurait trouver de trop grand châtiment. Et je puis tout permettre à mes ressentiments, oui. Oui, redoutez tout après un tel outrage. Je ne suis plus à moi, je suis tout à la rage percée. Du coup mortel dont vous m'assassinez, mes sens, par la raison ne sont plus gouvernés. Je cède au mouvement d'une juste colère, et je ne réponds pas de ce que je puis faire. D'où vient donc, je vous prie, un tel emportement? Avez-vous, dites-moi, perdu le jugement? Oui, je l'ai perdu lorsque dans votre vue j'ai pris pour mon malheur le poison qui me tue, et que j'ai cru trouver quelque sincérité dans les traîtres appâts dont je fus enchanté. De quelle trahison pouvez-vous donc vous plaindre?
tirez double et c'est bien l'art de feindre. Mais pour le mettre à bout, j'ai des moyens tout près. Jetez ici les yeux et connaissez vos traits. Ce billet découvert suffit pour vous confondre et contre ce témoin, on n'a rien à répondre. Voilà donc le sujet qui vous trouble l'esprit. Ne rougissez pas en voyant cet écrit. Et par quelle raison faut-il que j'en rougisse? Quoi, vous joignez ici l'audace à l'artifice? Le désavouerez-vous pour n'avoir point de sein? Pourquoi désavouer un billet de ma main? Et vous pouvez le voir sans demeurer confuse. Du crime dont vers moi son style vous accuse. Vous êtes, sans mentir, un grand extravagant. Quoi? Vous bravez ainsi ce témoin convaincant? Et ce qui m'a fait voir de douceur pour Oronte n'a donc rien qui m'outrage et qui vous fasse honte. Oronte? Qui vous dit que la lettre est pour lui? Les gens qui dans mes mains l'ont remise aujourd'hui. Mais je veux consentir qu'elle le soit pour un autre. Mon cœur en a-t-il moins à se plaindre du vôtre? En serez-vous vers moi moins coupable en effet? Mais si c'est une femme à qui va ce billet, en quoi vous blesse-t-il et qu'a-t-il de coupable? Le détour est bon et l'excuse admirable. Je ne m'attendais pas, je l'avoue, à ce trait, me voilà par là. Oh, convaincu tout à fait. Osez-vous recourir à ces ruses grossières? Et croyez-vous les gens si privés de lumière? Voyons un peu par quel biais, de quel air vous voulez soutenir un mensonge aussi clair et comment vous pourrez tourner pour une femme tous les mots d'un billet qui montre tant de flammes. Ajusté pour couvrir un manquement de foi à ce que je m'en vais lire. Il ne me plaît pas, moi. Je vous trouve plaisant d'user d'un tel empire et de me tironner ce que vous m'osez dire. Non, sans s'emporter, prenez un peu souci de me justifier les termes que voici. Non, je n'en veux rien faire. Et dans cette occurrence, tout ce que vous croirez, mais de peu d'importance. De grâce, montrez-moi, je serai satisfait qu'on peut pour une femme expliquer ce billet. Non! Il est pour Oronte. Et je veux qu'on le croie. Je reçois tous ces soins avec beaucoup de joie. J'admire ce qu'il dit, j'estime ce qu'il est. Et je tombe d'accord de tout ce qu'il vous plaît. Faites. Prenez parti, que rien ne vous arrête. Et ne me rompez pas davantage la tête. Si elle a rien de plus cruel, peut-il être inventé? Et jamais cœur fut-il de la sorte traité? Quoi? D'un juste courroux, je suis ému contre elle. C'est moi qui me viens plaindre. Et c'est moi qu'on querelle. On pousse ma douleur et mes soupçons à bout. On nous laisse tout croire. On fait gloire de tout. Et cependant, mon cœur est encore assez lâche pour ne pouvoir briser la chaîne qui l'attache. Ah, que vous savez bien ici, contre moi-même, perfide, vous servir de ma faiblesse extrême et ménager pour vous l'excès prodigieux de ce fatal amour né de vos traîtres yeux. Défendez-vous au moins d'un crime qui m'accable et cessez d'affecter d'être envers moi coupable. Rendez-moi, s'il se peut, ce billet innocent, à vous prêter les mains, ma tendresse consent. Efforcez-vous ici de paraître fidèle et je m'efforcerai, moi, de vous croire tel. Allez. Vous êtes fou dans vos transports jaloux. Et ne méritez pas l'amour qu'on a pour vous. Je voudrais bien savoir qui pourrait me contraindre à descendre pour vous aux bassesses de feindre. Et pourquoi, si mon cœur penchait d'autre côté, je ne le dirais pas avec sincérité? Quoi de mes sentiments l'obligeante assurance contre tous vos soupçons ne prend pas ma défense? Auprès d'un tel garant sont-ils de quelque poids? Est-ce pas à m'outrager que d'écouter leur voix? Allez-vous, tous vos soupçons méritent ma colère et vous ne valez pas que l'on vous considère. Je suis sotte et veux mal à ma simplicité de conserver encore pour vous quelque bonté.
devrais autre part attacher mon estime et vous faire sujet de plaintes légitimes. Votre détresse, mon faible, est étrange pour vous. Vous me trompez sans doute avec des mots si doux, mais il n'importe. Il faut suivre ma destinée. À votre foi, mon âme est toute abandonnée. Je veux voir jusqu'au bout quel sera votre cœur. Et si de me trahir, il aura la noirceur. Non, vous ne m'aimez point comme il faut que l'on aime. Ah, rien n'est comparable à mon amour extrême. Et dans l'ardeur qu'il a de se montrer à tous, il va jusqu'à former des souhaits contre vous. Oui, je voudrais qu'aucun ne vous trouvât aimable. Que vous soyez réduite en un sort misérable. Que le ciel en naissant ne vous eût donné rien que vous n'eussiez ni rang, ni naissance, ni bien. Afin que de mon cœur l'éclatant sacrifice vous pût d'un pareil sort réparer la justice. Et que juste la joie et la gloire en ce jour de vous voir tenir tout des mains de mon amour. C'est me vouloir du bien d'une étrange manière. Me préserve le ciel que vous ayez matière. Monsieur! Il faut sortir, monsieur, sans dire adieu! Par quelle raison me tiens-tu ce langage? Monsieur, un homme noir, et d'habits, et de mine, est venu nous laisser jusque dans la cuisine un papier griffonné d'une telle façon qu'il faudrait, pour le lire, être pis que démon. C'est de votre procès, je n'en fais aucun doute, mais le diable d'enfer, je crois, m'y verrait goutte. Je ne sais qui me tient. Ne vous emportez pas. Et courez démêler un pareil embarras. Il semble que le ciel, quelque soin que je prenne, et j'aurais d'empêcher que je vous entretienne. Mais pour en triompher, souffrez à mon amour de vous revoir, madame, avant la fin du jour. La résolution en est prise, vous dis-je. Mais quel que soit ce coup, faut-il qu'il vous oblige? Non, vous aurez beau faire et beau me raisonner, rien de ce que je dis ne me peut détourner. Trop de perversité règne au siècle où nous sommes. Et je veux me tirer du commerce des hommes. Quoi? Contre ma partie, on voit tout à la fois l'honneur, la probité, la pudeur et les lois. On publie en tout lieu l'équité de ma cause. Sur la foi de mon droit, mon âme se repose. Cependant, je me vois trompé par le succès. J'ai pour moi la justice et je perds mon procès. Mais enfin! Mais enfin! Vos choix sont superflus. Que voulez-vous, monsieur, me dire là-dessus? Aurez-vous bien le front de me vouloir en face excuser les horreurs de tout ce qui se passe? Non. Je tombe d'accord de tout ce qu'il vous plaît. Tout marche par cabale et par pur intérêt. Ce n'est plus que la ruse aujourd'hui qui l'emporte et les hommes devraient être faits d'autre sorte. Mais est-ce une raison que leur peu d'équité pour vouloir se tirer de leur société? Tous ces défauts humains nous donnent dans la vie des moyens d'exercer notre philosophie. C'est le plus bel emploi que trouve la vertu. Et si de probité tout était revêtu, si tous les cœurs étaient francs, justes, dociles, la plupart des vertus nous seraient inutiles, puisqu'on en met l'usage à pouvoir sans ennui supporter dans nos droits l'injustice d'autrui. Et de même qu'un cœur d'une vertu profonde. Je sais que vous parlez, monsieur, le mieux du monde. En beaux raisonnements, vous abondez toujours. Mais vous perdez le temps et tous vos beaux discours. La raison pour mon bien veut que je me retire. Je n'ai point sur ma langue un assez grand empire. Laissez-moi sans dispute attendre Célimène. Il faut qu'elle consente au dessein qui m'amène. Je veux voir si son cœur a de l'amour pour moi. Et c'est ce moment-ci qui doit m'en faire foi. Montons chez Eliante, attendant sa venue.
Non. De trop de soucis, je me sens l'âme émue. Allez-vous en avoir et me laisser enfin dans ce petit coin sombre avec mon noir chagrin. C'est une compagnie étrange pour attendre. Et je vais obliger Elian à descendre. Oui, c'est à vous de voir si par des nœuds si doux, madame, vous voulez m'attacher tout à vous. Oh. Mais il me faut de votre âme une pleine assurance. Un amant là-dessus n'aime point qu'on balance. Et si l'ardeur de mes feux a pu vous émouvoir, oh, vous ne devez point feindre à me le faire voir. Et la preuve, après tout, que je vous en demande, est de ne plus souffrir qu'Alceste vous prétende, de le sacrifier, madame, à mon amour. Oh. Et de chez vous, enfin, oh, le bannir dès ce jour. Mais quel sujet si grand contre lui vous irrite? Vous, à qui j'ai tant vu parler de son mérite. Il ne faut point, madame, ces éclaircissements. Il s'agit de savoir quels sont vos sentiments. Choisissez, s'il vous plaît, de garder l'un ou l'autre. Ma résolution n'attend rien que la vôtre. Oui! Monsieur a raison, madame. Il faut choisir. Et sa demande ici s'accorde à mes désirs. Pareille ardeur me presse et même soin m'amène. Mon amour veut du vôtre une marque certaine. Les choses ne sont plus pour traîner en longueur et voici le moment d'expliquer votre cœur. Je ne veux point, monsieur, d'une flamme importune, troubler aucunement votre bonne fortune. Je ne veux point, monsieur, jaloux ou non jaloux, partager de son cœur rien du tout avec vous. Si votre amour au mien lui semble préférable, si du moindre penchant elle est pour vous capable, je jure de ne rien prétendre désormais. Je jure hautement de ne l'avoir jamais. Madame, c'est à vous de parler sans contrainte. Madame, vous pouvez vous expliquer sans crainte. Vous n'avez qu'à nous dire où s'attachent vos vœux. Vous n'avez qu'à trancher et choisir de nous deux. Quoi? Sur un pareil choix, vous semblez être en peine. Quoi? Votre âme balance et paraît incertaine? Mon Dieu, que cette instance est là hors de saison, et que vous témoignez tous deux peu de raison. Je sais prendre parti sur cette préférence, et ce n'est pas mon cœur maintenant qui balance. Il n'est point suspendu sans doute entre vous deux, et rien n'est sitôt fait que le choix de nos vœux. Mais je souffre, à vrai dire, une gêne trop forte à prononcer en face un aveu de la sorte. Je trouve que ces mots qui sont désobligeants ne se doivent point dire en présence des gens. Qu'un cœur de son penchant donne assez de lumière sans qu'on nous fasse aller jusqu'à rompre en visière, et qu'il suffit enfin que de plus doux témoins instruisent un amant du malheur de ses soins. Non, non, un franc aveu n'a rien que j'appréhende. Et j'y consens pour ma part. Et moi, je le demande. C'est son éclat surtout qu'ici j'ose exiger. Et je ne prétends point voir rien ménager. Conservez tout le monde et votre grande étude. Mais plus d'amusement, et plus d'incertitude. Il faut vous expliquer nettement là-dessus. Ou bien, pour un arrêt, je prends votre refus. Je vous sais fort bon gré, monsieur, de ce courroux. Mais je lui dis ici même chose que vous. Que vous me fatiguez avec un tel caprice. Ce que vous demandez a-t-il de la justice? Et ne vous dis-je pas quel motif me retient? Je vais prendre pour juge Eliante qui vient. Je vois ma cousine ici persécutée par des gens dont l'humeur lui paraît concertée. Ils veulent l'un et l'autre avec même chaleur que je prononce entre eux le choix que fait mon cœur, et que par un arrêt qu'en face il me faut prendre, je défende à l'un d'eux tous les soins qu'il peut rendre. Dites-moi si jamais cela se fait ainsi. N'allez point là-dessus me consulter ici. Peut-être y pourriez-vous être mal adressé, et je suis pour les gens qui disent leurs pensées. Madame, c'est en vain que vous vous défendez. Tous vos détours ici seront mal secondés. Il faut parler et lâcher la balance. Il ne faut que poursuivre à garder le silence. Je ne veux qu'un seul mot pour finir nos débats. Et moi, je vous entends si vous ne parlez pas. Madame, nous venons tous trois, sans vous déplaire, éclaircir avec vous une petite affaire. Fort à propos, messieurs, vous vous trouvez ici. Et vous êtes mêlés dans cette affaire aussi. Madame, vous serez surprise de ma vue. Mais ce sont ces messieurs qui causent de ma venue. Tous deux, ils m'ont trouvé et se sont plaints à moi d'un trait à qui mon cœur ne saurait prêter foi. J'ai du fond de votre âme une trop haute estime pour vous croire jamais capable d'un tel crime. Mes yeux ont démenti leurs témoins les plus forts, et l'amitié, passant sur de petits discords, j'ai bien voulu chez vous leur faire compagnie
pour vous voir vous laver de cette calomnie. Oui, madame, voyons, d'un esprit adouci, comment vous vous prendrez à soutenir ceci? Cette lettre par vous est écrite à qui tendre? Vous avez pour Acaste écrit ce billet tendre? Messieurs, ces traits pour vous n'ont point d'obscurité, et je ne doute pas que sa civilité à connaître sa main n'ait trop su vous instruire. Mais ceci vaut assez la peine de le lire. Vous êtes un étrange homme, Clitandre, de condamner mon enjouement et de me reprocher que je n'ai jamais tant de joie que lorsque je ne suis pas avec vous. Il n'y a rien de plus injuste, et si vous ne venez vite me demander pardon de cette offense, je ne vous la pardonnerai de ma vie. Oh! Pour le petit marquis, c'est moi-même, messieurs, sans nulle vanité. Pour le petit marquis qui me tint hier longtemps la main, je trouve qu'il n'y a rien de si mince que toute sa personne. Et ce sont de ses mérites qui n'ont que la cape et l'épée. Pour l'homme au ruban vert, à vous le dire, monsieur, pour l'homme au ruban vert, il me divertit quelquefois avec ses brusqueries et son chagrin bourru, mais il est sans moment où je le trouve le plus fâcheux du monde. Pour l'homme à la veste, voici votre paquet. Et pour l'homme à la veste qui s'est jeté dans le bel esprit et veut être auteur malgré tout le monde, je ne puis me donner la peine d'écouter ce qu'il dit. Sa prose me fatigue autant que ses vers. Et mettez-vous en tête que je ne me divertis pas toujours si bien que vous pensez et que je trouve à dire plus que je ne voudrais dans toutes les parties où l'on m'entraîne et que c'est un merveilleux assaisonnement au plaisir qu'on goûte que la présence des gens qu'on aime. Me voici maintenant, moi. Votre Clitandre, dont vous me parlez, et qui fait tant le doucereux, est le dernier des hommes pour qui j'aurai de l'amitié. Il est extravagant de se persuader qu'on l'aime. Et vous l'êtes de croire qu'on ne vous aime pas. Changez pour être raisonnable vos sentiments contre les siens et voyez-moi le plus que vous pourrez pour m'aider à porter le chagrin d'en être obsédé. Pour m'aider à porter le chagrin d'en être obsédé. D'un fort beau caractère, voilà le modèle, madame. Et vous savez comment cela s'appelle? Il suffit. Nous allons l'un et l'autre en tout lieu montrer de votre cœur le portrait glorieux. J'aurai de quoi vous dire, et belle est la matière. Et je ne vous tiens pas digne de ma colère, et je vous ferai voir que les petits marquis ont pour se consoler des cœurs du plus haut prix. Quoi? De cette façon, je vois qu'on me déchire. Après tout ce qu'à moi je vous ai vu m'écrire. Et votre cœur paraît de beaux semblants d'amour. Tout le genre humain se promet tour à tour. Allez, j'étais bien dupe. Mais je ne vais plus l'être. Vous me faites un bien en me faisant vous connaître. J'y profite d'un cœur qu'ainsi vous me rendez. Et trouve ma vengeance en ce que vous perdez. Monsieur, je ne fais plus d'obstacle à votre flamme. Et vous pouvez conclure affaire avec madame. Certes, voilà le trait du monde le plus noir. Je ne m'en saurais taire et me sens émouvoir. Voit-on des procédés qui soient pareils aux vôtres? Je ne prends point de part aux intérêts des autres, mais, monsieur, que chez vous fixez votre bonheur, un homme comme lui, de mérite et d'honneur, et qui vous chérissez avec idolâtrie, devait-il... Laissez-moi, madame, je vous prie, vider mes intérêts moi-même là-dessus, et ne vous chargez point de ces soins superflus. Mon cœur a beau vous voir prendre ici sa querelle,
Il n'est point en état de payer ce grand zèle, et ce n'est pas à vous que je pourrais songer si par un autre choix je cherche à me venger. Hé! Croyez-vous, monsieur, qu'on ait cette pensée? Et que de vous avoir, on soit tant pressé? Je vous trouve l'esprit bien plein de vanité, si de cette créance il peut s'être flatté. Le rebut de madame est une marchandise dont on aurait grand tort d'être si fort éprise. Détrompez-vous de grâce et portez-le moins haut. Ce ne sont pas des gens comme moi qu'il vous faut. Vous ferez bien encore de soupirer pour elle, et je brûle de voir une union si belle. Eh bien, je me suis tu malgré ce que j'ai vu, et j'ai laissé parler tout le monde avant moi. Et je pris sur moi-même un assez grand empire. Et puis-je maintenant... Oui. Vous pouvez tout dire. Vous en êtes aux endroits. Lorsque vous vous plaindrez de me reprocher tout ce que vous voudrez. J'ai tort, je le confesse. Et mon âme confuse ne cherche à vous payer d'aucune vaine excuse. J'ai des autres ici méprisé le courroux, mais je tombe d'accord de mon crime envers vous. Votre ressentiment, sans doute, est raisonnable. Je sais combien je dois vous paraître coupable, que toute chose dit que j'ai pu vous trahir et qu'enfin vous avez sujet de me haïr. Faites-le. J'y consens. Et le puis-je, traîtresse? Puis-je ainsi triompher de toute ma tendresse? Et quoi qu'avec ardeur je cherche à vous haïr, trouvais-je un cœur en moi tout prêt à m'obéir? Oui, je veux bien, perfide, oublier vos forfaits. Pourvu que votre cœur veuille donner les mains au dessein que je fais de fuir tous les humains, et que, dans ce désert où je fais vœu de vivre, vous soyez sans tarder résolus à me suivre. C'est par là seulement que dans tous les esprits vous pouvez réparer le mal de vos écrits, et qu'après cet éclat qu'un noble cœur abhorre, qu'il peut m'être permis de vous aimer encore. Moi, renoncer au monde avant que de vieillir, et dans votre désert, aller m'ensevelir. Hé, s'il faut qu'à mes feux votre flamme réponde, que doit vous importer tout le reste du monde? Vos désirs avec moi ne sont-ils pas contents? La solitude effraie une âme de 20 ans. Je ne sens pas la mienne assez grande, assez forte, pour me résoudre à prendre un dessein de la sorte. Si le don de ma main peut contenter vos vœux, je pourrais me résoudre à serrer de tels nœuds. Et l'hymen... Non. Mon cœur à présent vous déteste. Et ce refus lui seul fait plus que tout le reste. Puisque vous n'êtes point en des liens si doux pour trouver tout en moi comme moi, tout en vous. Allez, je vous refuse. Et ce sensible outrage de vos indignes fers à jamais me dégage. Madame, sans vertu orne votre beauté. Et je n'ai vu qu'en vous de la sincérité de vous. Depuis toujours, je fais un cas extrême. Mais laissez-moi toujours vous estimer de même. Et souffrez que mon cœur, dans ces troubles divers, ne se présente point à l'honneur de vos fers, et qu'enfin... Vous pouvez suivre cette pensée. Ma main de se donner n'est pas embarrassée. Et... voilà votre ami, sans trop m'inquiéter, qui, si je l'en priais, la pourrait accepter. Oh, cette mère, madame, est toute mon envie. Et j'y sacrifierai mon sang et ma vie. Puissiez-vous, pour goûter de grands contentements, l'un pour l'autre à jamais garder ses sentiments. Trahi de toutes parts, accablé d'injustice, je vais sortir d'un gouffre où triomphent les vices.
et chercher sur la terre un endroit écarté où d'être homme d'honneur, on ait la liberté. Allons, madame. Allons employer toutes choses pour rompre le dessein que son cœur se propose.